À la longue, à force d'apprendre, d'écouter et de réfléchir, à la longue, on a compris où l'on avait mis les pieds et c'est pas joli, joli. On avait presque tout faux. Je me présente, Laurent Durcel, co-directeur de la SBL 12 Flux, secrétaire du syndicat des immenses, un des nombreux piliers de feu le mouvement droit à toi, Recht op een dak. Donc après 12 ans dans le secteur du sans-chez-soirisme, voici la situation telle que nous l'envisageons. Ma présentation sera courte, efficace et dense. 4 chapitres, outils, verdict, analyse et conclusion. On commence par les outils. Les outils, c'est 11 mots. 11 mots sans lesquels on ne peut pas comprendre ce qui arrive quand on parle de sans-chez-soirisme et sans lesquels on ne peut pas le combattre de manière efficace. Les 2 premiers mots ne sont pas négociables, c'est simplement une correction. En français, le mot sans-abri et sans-abrisme est juste faux. Les personnes que l'on dit sans-abri, pour la plupart, ont un abri. Simplement, cet abri n'est pas un chez-soi. Ils sont dans un hôtel, ils sont au SAMU social, ils sont dans une maison d'accueil, ils sont chez un ami, ils sont dans un squat, ils sont dans une occupation, mais leur point commun, c'est d'être sans chez-soi. Donc, de grâce, on ne dit plus sans-abri, on dit sans chez-soi. On ne dit plus qu'on lutte contre le sans-abrisme, on dit qu'on lutte contre le sans-chez-soirisme. Si on adhère aux revendications du syndicat des immenses, on ne dit plus personne sans chez-soi, on dit un immense. De quoi immense est l'acronyme? Individu, dans une merde matérielle énorme, mais non sans exigence. Cela existe aussi en néerlandais. Gigant, geweldig individu, in gigantische armoede, maar niet zonder trots. D'où le mot immensité, l'immensité, tomber dans l'immensité, être dans l'immensité, c'est quoi? C'est la survie sans authentique chez soi. Comment appelle-t-on les non-immenses, que je suis d'ailleurs? On a pris beaucoup de temps au syndicat des immenses pour leur trouver un nom. Il s'agit de SKP. De quoi SKP est l'acronyme? C'est la plus grande leçon politique du syndicat des immenses à la société. SKP est l'acronyme de enclos dans le système, mais capable aisément et périodiquement de s'en échapper. C'est-à-dire que contrairement à ce que l'on croit, les personnes dites non intégrées, les immenses, sont en fait trop intégrées. Et les escapés que l'on dit intégrés, en réalité, jouissent d'un patrimoine, de capitaux, de relations, de santé, de formation, et à commencer par un chez-soi, pour, en fait, la plupart du temps, une grande partie de leur temps en tout cas, fuir, se protéger, changer d'air, se réoxygéner, décompresser. Quand vous êtes sans chez-soi, vous n'avez pas ça. Vous n'avez jamais une vraie nuit, vous n'avez jamais un vrai week-end, jamais de vraies vacances. Et donc, c'est la grande leçon. Il y a des personnes qui sont à la fois un peu immenses dans certaines parties de leur existence, un peu escapées dans d'autres, et le troisième terme, c'est donc immense capé. Ces termes remplacent donc riches, pauvres, prolétaires, bourgeois, élite, peuple, et notre conviction, et on va le voir plus tard, c'est que pour bien comprendre ce qui se passe dans l'immensité, à savoir le sans-chez-soirisme, ces 3 termes sont indispensables. Le mot suivant que nous imposons est le verbe sociétaliser. Si vous faites attention, vous verrez que depuis plusieurs années, l'adjectif sociétal SM un peu partout dans les débats, dans les articles de journaux. L'avantage énorme du mot sociétal, c'est qu'il est plus performant. C'est-à-dire que si on le remplace par systémique, si une chose est systémique, voilà, c'est comme ça, on ne peut rien en faire. Si c'est structurel, c'est la même chose. Un problème structurel, voilà, c'est comme ça, comment on peut changer la structure? C'est extrêmement compliqué. Est-ce qu'il faut une révolution? Est-ce que c'est un problème politique? Le mot est très fort aussi, et très juste aussi, mais le problème que si on dit c'est un problème politique, alors ça renvoie aujourd'hui de plus en plus à la classe politique, au système politique, au fonctionnement des partis politiques, et on n'a pas l'efficacité de l'adjectif sociétal qui renvoie chaque citoyen à sa propre vision de la société qu'il valide. Et c'est le grand avantage de l'adjectif sociétal. Et donc, ce que nous imposons, c'est le verbe sociétaliser, qui s'oppose à fait diversier, qui veut dire quoi? Quand on voit Gaston sur son carton,
qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est un fait divers ou un fait de société? Sociétaliser un fait divers, c'est en faire un problème de choix de société. Pour revenir à Gaston, qui a failli? Lorsqu'on voit Gaston sur son carton, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'écrasante majorité des citoyens? Il se passe deux choses, et peut-être les deux à la fois. Soit Gaston n'a pas eu de chance. Certains ont tiré de mauvais numéros. La vie est très dure pour certains. Et ou Gaston, il a dû merder quelque part. Il y a autre chose qui est possible, de ne pas essayer de voir si Gaston a failli, a déconné, a merdé un moment dans sa vie. On peut aussi décider, et c'est une décision politique, de dire là, s'il y a Gaston sur son carton, c'est la société qui a failli, qui a merdé. Les quatre autres termes que nous imposons pour bien comprendre, ils viendront un peu plus loin dans la présentation. Voici donc les outils des mots sans lesquels on ne comprend pas ce qui nous arrive. Le deuxième chapitre, très ambitieux, s'intitule « Verdict, la fatalité du sanchez-soirisme est un mythe ». Donc verdict, ça veut dire la vérité. Donc on met la barre assez haut et on en est convaincu et on a les preuves, on va les lister prochainement. La fatalité du sanchez-soirisme est un mythe. De croire qu'il y aura toujours des personnes sans chez soi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments dans l'histoire de l'humanité qui attestent, mais croire que c'est une fatalité, c'est une erreur. C'est une faute factuelle. Donc, le sanchez-soirisme n'est pas une fatalité, mais un choix de société. J'y ai déjà fait allusion. Encore plus radical, le sanchez-soirisme n'est pas un problème social. C'est une problématique sociétale. Cerise sur le gâteau, si on croit que le sanchez-soirisme est une fatalité, il va se perpétuer. Il est dévastateur parce qu'il est autoréalisateur. Au sens où, si on croit vraiment qu'il y aura toujours des Gastons sur son carton, la question de savoir où est-ce qu'il va faire caca, où est-ce qu'il va se doucher, où est-ce qu'il va dormir, où est-ce qu'il va manger, où est-ce qu'il va trouver un avocat, où est-ce qu'il va être infirmière, sont des questions importantes et cruciales. Et donc, on va mettre en place des dispositifs qui vont permettre, par exemple, à Gaston de prendre une douche. Mais ce dont Gaston a besoin, ce n'est pas prendre une douche, c'est avoir accès à une salle de bain. Donc, on met en place des dispositifs qui ne vont pas dans la bonne direction. Comment prouver que le sanchez-soirisme est pas une fatalité? Il y a 5 preuves qui vont toutes dans la même direction. La première preuve, le programme Housing First. Le programme Housing First, donc le logement d'abord, inventé aux États-Unis, est un programme qui, pour Gaston, ne lui dit pas comme d'habitude, va prendre une douche là, va voir une infirmière là, et puis accéder au SAMU social, et puis une maison d'accueil, et puis un logement de transit, et finalement un vrai logement. Non, directement du carton au logement, bien sûr avec son accord, et bien sûr s'il a un minimum de revenus, parce qu'il faut quand même payer un loyer. Il faut savoir que ce programme Housing First existe en Belgique depuis 10 ans, donc on a des chiffres scientifiques qui prouvent que ça marche. À savoir, en 10 ans, plus de 90% des personnes qui étaient à la rue et qui se sont trouvées dans le programme Housing First, 2 ans après, sont encore en logement. Or, vous devez savoir que ce programme Housing First est limité aux personnes ayant un double diagnostic, c'est-à-dire cumulant après un long parcours de rue, le plus souvent, un problème de santé mentale et un problème d'assuétude, c'est-à-dire drogue, alcool, médicaments ou caisse. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que le Housing First, qui est pour les cas les plus compliqués, mais personne ne termine ces phrases. Si ça marche pour les personnes les plus dégradées, les plus compliquées à remettre dans un logement, les plus fragilisées, les plus fracassées, eh ben ça marchera forcément pour tout le monde. Donc en fait, l'allocution pourrait s'arrêter ici. Si ça marche pour les cas les plus compliqués, ça va marcher pour tout le monde. On fait du Housing First, pas for some, mais for all, et le problème est résolu demain matin. Deuxième preuve, Saint-Covid. Saint-Covid est arrivé donc en mars 2020,
Et pourquoi est-ce qu'on a parlé de Saint-Covid au syndicat des immenses? Parce que si nous avions demandé ce que nous avons obtenu le 13 mars, on l'avait demandé le 12, on nous aurait dit pas possible, pas de bâtiment, pas d'argent, ça va pas, vous n'imaginez pas, on a d'autres priorités, c'est très compliqué. Le 13 mars, le Covid arrive et tout d'un coup, des choses sont possibles. On ne va pas ici entrer dans les détails, d'autant moins que Saint-Covid a été écrasé quelques années plus tard par Saint Poutine. Saint Poutine, il mérite la canonisation. Pourquoi? Parce que Saint Poutine envoie donc, en Belgique en l'occurrence, des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens. Et qu'est-ce qu'un réfugié ukrainien? Tout simplement une personne sans chez soi. Et donc au syndicat des immenses et à Doucheflux, on s'est dit, on va recevoir plein de réfugiés ukrainiens chez nous. Notre travail, c'est de travailler avec les personnes sans chez soi. Aucun Ukrainien n'a franchi les portes de Doucheflux ni participé aux réunions hebdomadaires du syndicat des immenses. Et sans doute qu'aucun réfugié ukrainien se retrouve sans chez soi à la rue aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en 3 semaines, de manière, je parle ici pour la région bruxelloise, de manière absolument admirable, avec une efficacité, une énergie, un plan a été mis en place, et en 3 semaines, on a fait des miracles. Des miracles. Tout d'un coup, il y a une trentaine de bâtiments, parce qu'on a tapé sur la table, et tout d'un coup, l'État fédéral, la région, des communes, on dit « Ah oui, en fait, on a un bâtiment ici, on a un bâtiment là, etc. etc., etc. » Je ne vais pas entrer dans les détails. Ce qui est important, c'est de remarquer que pour les réfugiés ukrainiens, on a décidé de faire le maximum, et ça a marché. Pourquoi on se félicite d'avoir fait le maximum pour les réfugiés ukrainiens? Et pourquoi est-ce qu'on se félicite de faire le minimum pour les immenses? La réponse est dans la question. Parce que les réfugiés ukrainiens ne sont pas des immenses. Ce sont des escapés tombés dans l'immensité du jour au lendemain, et c'est clairement pas de leur faute. Alors là, bien sûr, c'est juste insupportable. Mais pour Gaston, sur son carton, on est très content et très fier, on se sent très humain de mettre en place des systèmes qui, en caricaturant bien sûr très fort, se contentent de dire à Gaston, alors Gaston, tu as eu ton sandwich, tu as eu ton café, tu sais où prendre ta douche, n'oublie pas ton rendez-vous la semaine prochaine avec l'infirmière, et attention, la météo, il fait très chaud, n'oublie pas de boire. Et on trouve ça très bien. Donc, c'est un 2 poids 2 mesures massif, mais pourquoi est-ce qu'on dit Saint Poutine? Parce que maintenant la démonstration est faite, irrévocable, irréversible, et personne ne la nie en fait. Il y a un 2 poids 2 mesures massif, mais la démonstration est faite que si on veut vraiment, on peut tout à fait. La troisième preuve de la non-fatalité du sans-chez-soirisme est la question financière. Les idéalistes, les militants, sont toujours taxés d'être un peu naïfs, un peu idéalistes, un peu méconnaissant la dureté de la réalité. Et donc, avec feu le droit à un toit Recht op een dak et le syndicat des immenses, on a commandé une étude très sérieuse, très compliquée, au département d'ULBA de l'ULB, et dont voici les résultats. Ce que coûte le sans-chez-soirisme, une personne sans chez soi à la région bruxelloise, en moyenne, en un an, c'est 41 000 €. Qu'est-ce que coûterait de remettre cette même personne en logement? À peu près la même somme. Cette étude est historique pour le cas bruxellois. On va expliquer pourquoi elle est un peu décevante, mais elle est historique. En tout cas, la preuve est faite et scientifique que ce n'est pas une question d'argent. Donc on ne peut plus dire, grâce à cette étude, « Ah, c'est magnifique votre idée de que tout le monde ait un logement, mais il n'y a pas d'argent. » La démonstration a été faite et elle ne surprend personne, parce que ça coûte énormément d'argent d'essayer de rendre la survie des personnes sans chez soi la moins inhumaine possible, et ça ne marche pas puisque leur espérance de vie est de 48 ans, donc même ça, on n'y arrive pas, mais ça coûte beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce qu'on a été un peu déçu par ce résultat de Dulbea? Parce que depuis de très nombreuses années, la Finlande nous envoie des signaux comme quoi mettre fin résolument au sans-chez-soirisme est rentable économiquement, que l'on gagne de l'argent au niveau de la société. On savait qu'ils avaient pris des mesures drastiques, qu'ils avaient d'abord commencé par fermer les centres de jour et toutes ces histoires-là, et ils ont mis le focus sur le logement et le relogement et la prévention.
Le résultat des courses, on espérait qu'ils arrivent à la fin du sorcier-soirisme en Finlande en 2030. J'ai appris à Stockholm à un congrès annuel de la FEANSA. Pas du tout. Ils vont y arriver à 0 personne sans chez soi en Finlande en 2027. Qu'est-ce qui se passe? La Finlande, ce n'est pas l'autre bout de la terre, c'est une société très comparable à la société occidentale comme il y en a partout. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le problème par le bon bout, à savoir y voir un problème de logement et pas un problème social santé. Donc la Finlande, à elle seule, prouve que c'est possible et en plus que c'est rentable. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? La 5e preuve, qui est plus rhétorique peut-être, mais qui est quand même indicative d'une évolution des modalités, sachez que le gouvernement bruxellois actuel est le premier en Belgique à avoir mentionné le mot fin du sans-chez-soirisme dans son programme électoral. C'est juste un horizon, une intention, une direction, mais c'est quand même révolutionnaire, c'était impensable il y a une dizaine d'années. De plus, l'Union européenne, comme vous le savez peut-être, a décrété que 2030, c'est l'échéance pour la fin du sans-chez-soirisme en Europe. Bien sûr, personne n'y croit, mais le fait que ce soit écrit dans des textes prouve un changement que l'on ne peut que saluer de l'évolution des mentalités. Le problème, c'est qu'on est très loin d'y arriver. À part la Finlande, l'Écosse est très performante aussi, et le Pays de Galles aussi. En Belgique, c'est juste catastrophique. On en arrive maintenant au 3e chapitre de notre présentation, analyse, tenant et aboutissant du sans-chez-soirisme persistant. On vient de vous expliquer pourquoi la fin du sans-chez-soirisme est possible et rentable, que le sans-chez-soirisme n'est pas une fatalité, pourquoi ça continue. Je dirais même pourquoi ça continue de manière catastrophique. Les chiffres du dernier dénombrement en région Bruxelles-Capitale sont tombés. On est passé en 2 ans de 5 313 personnes sans chez soi à 7 134, augmentation de 18%. Donc, on vit une période absolument paradoxale. On n'a jamais eu autant de raisons d'être optimiste et on n'a jamais eu des chiffres aussi catastrophiques. Pour comprendre, il y a 4 piliers du sans-chez-soirisme persistant, 4 symptômes, 4 erreurs et 4 obstacles. Les 4 piliers qui expliquent pourquoi le sans-chez-soirisme est persistant, ce sont les 4 mots sans lesquels on ne peut pas comprendre ce qui nous arrive et auquel j'ai fait allusion au début. Le premier est très simple, c'est hiérarchisme. On enfonce une porte ouverte, c'est simplement de dire que toutes les vies n'ont pas, contrairement à ce qu'on dit, à ce qui est écrit dans les textes, toutes les vies n'ont pas la même valeur. Si on n'accepte pas ça, on se cache derrière son petit doigt. Il faut accepter le fait que dramatiquement, de manière inexcusable, inacceptable, des vies sont censées avoir moins de valeur. C'est un truisme, mais il faut le répéter. Le désuniversalisme, le deuxième mot, est un mot assez chic pour dire le 2 poids 2 mesures, auquel on a fait allusion dans le cas des réfugiés ukrainiens, c'était la plus belle démonstration possible. Désuniversalisme, c'est le 2 poids 2 mesures. Que pour certains, on va faire quelque chose, pour d'autres, dans des situations semblables, on va faire autre chose. Le désuniversalisme est à l'œuvre dans notre société. C'est pas un scoop, mais ça fait partie de l'équation. Le troisième me tient particulièrement à cœur en tant que cofondateur de l'ASBL Doucheflux, l'allomorphisme. L'allomorphisme est de considérer qu'il y a des dispositifs, des comportements, des politiques que l'on trouve parfaitement appropriés, pour lesquels même on peut recevoir des subsides, pour eux, mais que l'on n'envisage pas à utiliser pour nous. Qui veut dormir au SAMU social, qui veut prendre une douche à Doucheflux, qui veut prendre un repas au Resto du Cœur, et la liste est encore longue. On se félicite que ces dispositifs existent, on les finance, on trouve ça très bien, mais y aller, nous, les escapés, plutôt mourir. Jamais, jamais. L'allomorphisme, à l'œuvre dans les politiques sociales, est le cœur du problème, parce que si on met en place des dispositifs que l'on n'envisage pas une seconde d'utiliser nous-mêmes, c'est qu'il y a un gros problème avec ces dispositifs. C'est quoi ce bazar? Le 4e terme, la nécropolitique, ce n'est pas un terme que nous avons inventé,
c'est un immense politologue et philosophe camerounais, Achille Mbembe, qui l'a utilisé pour mieux comprendre le racisme dont sont victimes les Noirs. Et deux géniaux philosophes, un Belge, un Hongrois, ont estimé, à raison, que ce concept de nécropolitique pouvait s'appliquer dans d'autres contextes, notamment l'immensité, le sans-chez-soirisme. C'est quoi la nécropolitique? En grec, il y a deux mots pour la mort. Il y a thanatos, vous êtes mort, vous êtes vivant. Il y a l'autre mot, nékros, c'est la mort lente. D'où le mot en français, par exemple, nécrologie. Non, nécrologie, bien sûr, et nécrose. Donc la nécrose, si votre doigt est nécrosé, il devient noir, et le noir, voilà, ça progresse, et puis vous tapez, votre doigt tombe, et il faut vous amputer la main, sinon vous allez mourir. Louis XIV est mort comme ça. Donc, la nécropolitique, c'est quoi? C'est on ne va pas vous tuer, c'est pas la thanatopolitique, c'est on va vous rendre la vie impossible. On va vous punir de rester encore vivant. Et ça, croyez-moi, lorsque ces deux philosophes l'ont présenté au syndicat des immenses, tous les doigts se sont levés, rendre leur vie impossible, tout faire pour compliquer, pour humilier, pour infantiliser, on dirait que c'est un fait exprès. Lorsque le syndicat des immenses fait des formations dans des écoles de futurs travailleurs sociaux, on leur dit, de grâce, prenez conscience que vous serez de manière sans doute inévitable des acteurs de la nécropolitique, mais au moins sachez-le, parce que sinon, les dégâts seront encore plus dévastateurs. Hiérarchisme, désuniversalisme, allomorphisme, nécropolitique, c'est parce que ces quatre notions sont actives aujourd'hui encore qu'il y a des personnes sans chez soi, à Bruxelles et ailleurs, et même de plus en plus. Les quatre symptômes, on pourrait en trouver d'autres, mais il y en a quatre qui sont particulièrement révélateurs. Être en non-logement n'est pas considéré comme un problème de logement. Je répète, parce que cette phrase est juste dingue, être en non-logement n'est pas considéré en Belgique comme un problème de logement, mais comme un problème social, santé. Donc on ne dit pas à Gaston, ta situation est inacceptable, on va tout faire pour te retrouver un logement. On dit à Gaston, ça doit être dur, comment on peut t'aider pour résoudre ton problème social et ou de santé. Comment est-ce qu'on a vu ça? On a vu ça très, très simplement. Il y a à Bruxelles une organisation qui s'appelle Bruce Help, qui a 4-5 ans maintenant, et ASBL de droit public. Donc il suffisait, mais on a pris beaucoup de temps, d'aller dans les statuts de cette ASBL pour voir qui doit siéger dans le conseil d'administration. Et nous avons découvert que Alain Marron, ministre de la Santé et du Social, était représenté, mais que Nawal Benamou, secrétaire d'État en charge du logement, ne l'était pas. Cela veut dire très clairement que toutes ces personnes magnifiques qui parlent, qui travaillent, qui œuvrent au bien-être des personnes sans chez soi, ne parlent pas de logement, puisque Madame Logement, Nawal Benamou, en l'occurrence aujourd'hui, n'est pas présente autour de la table. C'est très symptomatique du problème. Deuxième symptôme, qui n'est pas sans lien, la déconnexion structurelle entre les secteurs d'activité dits sans-chez-soirisme et logement. Ce sont des secteurs différents, qui se connaissent à peine, qui travaillent avec des ministres différents, qui ont des fédérations différentes, qui ont des subsides qui viennent d'ailleurs. Lorsque le 12 Flux a postulé pour entrer dans cette magnifique association d'associations qui s'appelle le RBDH, c'est juste un exemple, le Rassemblement bruxellois du droit à l'habitat, la première chose qui nous a été dite, mais c'est quoi vous? Ici on parle du logement, on ne parle pas des sans-chez-soi. C'est venu comme ça, c'est écrit du cœur. Qu'est-ce que vous faites ici? Ici on parle du logement, on ne parle pas des gens dans la rue. Vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on considère qu'être en non-logement n'est pas un problème de logement. C'est un problème, voilà, Gaston, il a des problèmes dans la tête. Ou je ne sais pas quoi, ou il a déconné. Mais on ne dit pas Gaston a un problème de logement. Troisième symptôme, c'est une petite phrase qu'on a trouvée un peu partout. Il y a un nouveau centre de jour qui s'est ouvert, et je vous lis la phrase « Ce nouveau centre de jour s'inscrit dans la lutte contre le sans-chez-soirisme ». Cette phrase est fausse. Un centre de jour permet d'augmenter le bien-être de manière tout à fait à très court terme pour les personnes sans chez soi, mais de dire que ça fait partie de la lutte contre le sans-chez-soi, c'est vraiment se faire plaisir à très bon marché. Se faire plaisir à très bon marché, c'est le quatrième symptôme,
l'urgence. Qu'est-ce que c'est l'urgence dans le secteur du sensuarisme? C'est en fait du dépannage. C'est permettre à Gaston de manger là, de dormir là, de voir une infirmière là, de se doucher là, etc. C'est du dépannage. Mais appeler ça urgence, c'est se faire très plaisir, c'est se flatter de faire des choses importantes, alors que l'on fait que du dépannage. Donc ça, c'est les 4 symptômes, toujours, vous commencez à comprendre, je ne fais que répéter la même chose. Les 4 erreurs, bien sûr, les 4 erreurs qui découlent de ce qui vient d'être dit, c'est qu'on va mettre l'accent en termes de budget, en termes d'action, en termes de compréhension du système. Les personnes sont chez soi, à la rue, on va faire tout pour rendre leur survie la moins inhumaine et indigne possible. D'ailleurs, on n'y arrive pas, puisque leur espérance de vie, je l'ai dit, est de 48 ans. Et on va négliger, c'est la deuxième erreur, la prévention. Mais la prévention, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout pour que les personnes ne se retrouvent pas sans chez soi? Parce que quand on voit une personne sans chez soi, on ne se dit pas qu'on a merdé. On se dit qu'elle a merdé ou que la vie n'est pas drôle. Mais on ne se dit pas, comme en Finlande, il y a un problème. Et on ne peut pas reprocher, pour prendre un exemple facile, les assistants sociaux qui travaillent dans les prisons de ne pas se transformer en agents immobiliers. Ils ne sont pas chargés de retrouver un logement pour la personne qui va partir, bien qu'elle sache qu'elle n'a pas de logement et que sa famille l'a abandonné, etc., etc. Ce n'est pas leur travail, d'accord, mais la société doit se saisir de cette question. Et lorsqu'on sort d'une institution, il y a plein d'autres exemples, est-ce qu'on dit, ben voilà, on remet tout à zéro, et ben on espère que monsieur ou madame a trouvé quelque chose. Donc, la non-prévention systématique est l'erreur fatale, le non-relogement automatique. Pourquoi? Parce que si quelqu'un tombe à la rue, si quelqu'un perd son chez-soi, ça veut dire qu'il a perdu beaucoup de filets de sécurité. Problème d'argent, problème de famille, problème de travail, problème de santé, et j'en passe. Ça veut dire que cette personne est déjà en soi assez fragile. Et la violence de la vie à la rue sans chez soi aura sur elle un effet catastrophique extrêmement rapidement. Donc, c'est de nouveau le fait de ne pas reloger tout de suite, et non seulement d'une cruauté criminelle, mais d'une bêtise anthropologique, psychologique, et les gens se dégradent, entre guillemets, à une vitesse folle. Le manque criminel de logements à loyer abordable à Bruxelles, il y a même, je le répète, des centaines, peut-être des milliers de logements sociaux à l'abandon depuis plus de 10 ans à Bruxelles. Alors, certainement que dans les conseils d'administration, dans les rapports d'activité, on dit « Ouais, c'est pas très cool, c'est pas très cool ». Mais on ne fait pas le lien entre ces logements sociaux à l'abandon ou pas rénovés en temps et en heure et Gaston sur son carton. On ne fait pas de lien entre les deux. Même chose pour l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers existe dans d'autres villes. Ça suppose un certain courage politique, bien entendu. Mais l'encadrement des loyers, c'est possible. Il y a aujourd'hui à Bruxelles, c'est déjà une révolution, une grille indicative des loyers, mais elle n'est pas contraignante. Et le rapport de force entre le locataire et le bailleur est tel que la réponse officielle, mais il y a maintenant une médiation possible devant le juge pour voir, etc. Le bailleur a un pouvoir tel par rapport au locataire que cette médiation possible, c'est de l'enfumage. Concrètement, ça ne sera jamais utilisé par les personnes les plus vulnérables. On a donc listé les 4 erreurs. On termine avec les 4 obstacles. La rengaine des pisse-froids défaitistes. Ben oui, il y a des gens défaitistes qui disent c'est pas possible, ça va pas aller. Ces gens ont beaucoup de pouvoir. Ce sont des obstacles difficiles à surmonter. Les gens pas enthousiastes, pas dynamiques, qui n'y croient pas, pèsent dans le secteur, parmi les politiques et dans la population. Les défaitistes, c'est des gens dangereux. Parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas d'effet sur la situation, et en fait, ils ont un effet énorme de pesanteur et de statu quo. Les deuxième obstacle, ce sont les pessimistes experts de la complexité. Ce sont donc les professionnels du sans-chez-soirisme qui se vantent, parce que bien sûr, quand on est pessimiste, c'est qu'on a un pouvoir, on a un savoir, on a une autorité,
contrairement aux idéalistes naïfs et crédules. Les pessimistes qui disent « mais non, c'est plus compliqué que ça, le sorcier-soirisme c'est plus compliqué que ça ». Il y en a même certains que je ne nommerai pas qui disent « la rue, ça convient très bien finalement à Joseph ». Cette phrase est d'une violence terrible. C'est très possible que Joseph ait dit « oui, je préfère rester à la rue ». Mais ça ne prouve pas qu'il a choisi la rue. Ça prouve juste que quand on a passé beaucoup de temps à la rue, on en arrive à dire des choses qui sont contre son bien-être et en tout cas contre la décision qu'il aurait prise si un jour on lui avait dit « est-ce que tu veux passer 15 ans à la rue ?» Donc les pessimistes experts de la complexité, les professionnels, ils sont peu nombreux mais ils ont beaucoup de pouvoir, ont malheureusement leur relais dans la presse sensationnaliste. On les appelle les sensationnalistes à la petite semaine. On ne va pas citer de chiffres, de titres de médias, mais bien sûr, régulièrement, dans les médias, on trouve « écoutez, voilà, en live, Gaston dit « je ne veux pas aller au SAMU, je préfère rester dans la rue ». Et ça fait des gros titres, et ça véhicule une image du sorcier-soirisme absolument caricaturale, absolument marginale, qui a des effets, c'est totalement irresponsable, et ça crée beaucoup de pesanteur de nouveau, et nous empêche d'aller dans la bonne direction. Enfin, bien sûr, ça dépasse le cadre de cette présentation. La non-régularisation des sans-séjour, c'est le nom au syndicat d'immense des personnes sans papier. Bien sûr, c'est l'écrasante majorité des personnes sans chez soi aujourd'hui en Belgique, les personnes sans papier, les sans-séjour. Bien sûr, c'est absolument clair que nous sommes très nombreux, mais ça bloque depuis beaucoup d'années à ce sujet-là. La conclusion tient en un mot: vivement l'immense festival en mars 2024. Ma conclusion, en d'autres termes, est quoi? La guerre contre le sorcier-soirisme est trop grave pour laisser en paix les professionnels de la question. C'est pas une fatalité, c'est un choix de société, donc il faut permettre à la société bruxelloise, et ça se fera en mars 2024, de se saisir en connaissance de cause de la question. Donc ce sera un immense festival pendant tout le mois de mars, qui va mettre en place un maximum d'événements culturello, artistico, politiques au sens large, et pas sociaux, parce que c'est la société qui doit se saisir de la question, et rien n'est plus efficace que la culture pour se saisir de la question. Et pendant tout le mois de mars, l'organisation a déjà commencé, il y a plusieurs gros opérateurs culturels qui sont dans le comité de pilotage. Ça va devenir, comme on dit en anglais, the talk of the town. On doit ne parler que de l'immensité du sorcier-soirisme comme choix de société, comme non-fatalité à Bruxelles. Rejoignez-nous si vous avez des amis artistes, si vous êtes artiste, si vous êtes cultureux, si vous avez de l'énergie, il faut en faire un truc énorme.